Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz appelé à respecter ses engagements en faveur des rapatriés mauritaniens du Sénégal. Un appel auquel s'est joint le mouvement Touche pas à ma nationalité. Bonne nouvelle pour le Rwanda, le nombre de décès dus au paludisme est en net recul grâce notamment à l'intensification des campagnes de sensibilisation. Et puis, focus en fin d'édition sur le pianiste éthiopien Samuel Yarga, un des plus brillants musiciens de sa génération. En Mauritanie, l'Union nationale des rapatriés mauritaniens du Sénégal appelle le président Mohamed Ould Abdelaziz au respect de ses engagements, des engagements qu'il a pris en mai dernier. Le chef de l'État mauritanien avait promis de résoudre graduellement les problèmes relatifs à la réintégration dans la société des Mauritaniens rapatriés du Sénégal. Anan Faro. En 1989, quelques 70 000 Mauritaniens étaient expulsés de leurs terres vers le Sénégal. 25 ans plus tard, 24 500 ont été rapatriés. À leur retour, certains ont été inscrits dans les registres mauritaniens, mais 6 300 rapatriés ne sont pas encore recensés. Parmi les problèmes posés, il y a le cas de ces Mauritaniens rapatriés qui sont revenus en Mauritanie. Certains parmi eux ont été réintégrés, mais d'autres ne le sont pas encore. Les rapatriés constituent une partie de ceux qui sont à la recherche donc, de leurs droits, c'est-à-dire retrouver leurs pièces d'état civil, leurs papiers mauritaniens. En mai dernier, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz avait promis de résoudre graduellement les problèmes relatifs à la réintégration des rapatriés. À ce jour, aucun de ces engagements n'a été respecté. Ce que nous préconisons, c'est quoi? C'est que l'État aille encore plus loin. Donc qu'il y ait des organisations indépendantes qui doivent être chargées de faire une étude, de voir réellement qui a ses papiers, qui n'a pas ses papiers, pour que l'État puisse expédier ce problème le plus vite possible. Afin de trouver une solution définitive à ce problème, certains analystes proposent l'organisation d'états généraux sur la question des droits des Noirs mauritaniens. 1326 listes électorales retenues pour les élections législatives qui se dérouleront en octobre prochain en Tunisie. L'annonce a été faite par l'instance supérieure indépendante pour les élections ce samedi. Les listes retenues concernent l'ensemble des circonscriptions de l'intérieur et à l'étranger. Par ailleurs, le tirage au sort des listes électorales retenues pour les séances d'intervention à travers la télévision et la radio a été effectué ce samedi. Statu quo dans le litige frontalier entre le Ghana et la Côte d'Ivoire après la décision du Ghana de porter plainte devant le tribunal international du droit de la mer. La Côte d'Ivoire a à son tour saisi cette même juridiction pour le règlement du conflit maritime avec son voisin. Explication avec Anan Faro. L'étape du dialogue et de la concertation n'aura duré que quelques mois entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au final, c'est devant les juges que se réglera la question du tracé de la frontière maritime entre les deux pays voisins. Un sujet hautement stratégique car la ligne traverse un gisement de pétrole offshore que les deux pays souhaitent exploiter. C'est un problème d'expertise. Où va la nappe gazière, où la nappe pétrolière et comment ça va se traiter. Il faut vérifier lequel des tribunaux a été saisi. Et ça n'a pas le même impact, c'est pas du tout la même démarche. Ce jeudi, le Ghana a décidé de porter plainte contre son voisin au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, sans préciser devant quelle juridiction de l'ONU. Deux possibilités existent, la Cour internationale de justice pour la question territoriale ou le Tribunal international de la mer. Vendredi, c'était au tour de la Côte d'Ivoire de saisir la justice. Est-ce qu'ils veulent déterminer les frontières terrestres en ne disant rien sur le champ pétrolier, ou est-ce qu'ils vont demander à la fois la question territoriale, mais aussi la question du sous-sol. Maintenant, ça dépend comment l'affaire va se développer. Il y a les deux. Et ils peuvent demander les deux, parce qu'un pays, il a la souveraineté sur son territoire, mais aussi sur son sous-sol. La Côte d'Ivoire produit actuellement 40 000 barils de pétrole par jour. Le pays encourage les compagnies pétrolières à prospecter dans ses eaux. De son côté, le Ghana produit 100 000 barils par jour. Accra s'est lancé depuis 2010 dans une production à grande échelle à partir de gisements offshore.
Les mesures de prévention contre le paludisme commencent à porter leurs fruits. Au Rwanda, le taux de mortalité dû à cette maladie est descendu à près de 4%, et ce grâce à des mesures telles que la distribution gratuite de moustiquaires et d'intenses campagnes de sensibilisation. Reportage de notre correspondant sur place, Olive Adjakotan. Accentuer davantage les mesures de prévention du paludisme pour mieux traiter d'éventuels cas, c'est l'objectif des professionnels de santé du Rwanda. Nous sommes ici à Biryogo, dans un quartier populaire de Kigali, où vivent majoritairement des Rwandais et des ressortissants de plusieurs pays voisins. Une centaine d'agents de santé communautaire du centre de santé de la zone s'adonnent régulièrement à la sensibilisation des populations. Des séances qui se font parfois de porte en porte ou en grande masse. Et le résultat est probant, car depuis le début de l'année, seulement 2 cas de paludisme ont été diagnostiqués dans la dite zone. En voyant les jeunes bébés, le mère qui meurt à cause du paludisme, alors j'ai décidé d'y participer pour contribuer dans le domaine de santé. Je sensibilise plus les mères et leurs enfants de moins de 5 ans. Je montre à la population les attitudes à adopter pour éviter le paludisme, mais aussi d'autres maladies comme la tuberculose et le VIH-Sida. 83% des ménages rwandais possèdent aujourd'hui des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Plus de 70% des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dorment sous ces moustiquaires. Mais à Biryogo, certaines attitudes des populations favorisent la propagation de la maladie. Le problème majeur qu'on trouve ici dans nos zones, il y a des personnes qui ne suivent pas les conseils des animateurs de santé. Dans ce cas, s'ils ne suivent pas ces conseils, il peut attraper le paludisme parce qu'ils n'utilisent pas souvent les moustiquaires. Les États-Unis ont alloué de 2007 à 2013 environ 145 millions de dollars au Rwanda pour lutter contre le paludisme. Ils ont affecté 18 millions de dollars cette année pour la même cause dans le pays. Aujourd'hui, le paludisme est la 4e maladie mortelle au Rwanda avec près de 4%. Culture à présent, flash sur Samuel Yirga, un pianiste éthiopien reconnu comme étant l'un des plus prometteurs jeunes musiciens de jazz du pays. Ses compositions sont une fusion de plusieurs genres alliant rythme traditionnel éthiopien, pop contemporaine, soul et musique classique. Son portrait avec Marina Vanier. Samuel Yirga ou la renaissance du jazz éthiopien. Ce virtuose du piano est l'un des plus brillants de sa génération selon ses pairs. À l'âge de 16 ans, Samuel est accepté à Yared, la prestigieuse école de musique d'Éthiopie. Il est arrivé 3e sur plus de 2000 candidats lors des auditions. J'ai commencé à écrire mes compositions lorsque j'étais en première année à Yared, ce qui est rare pour une première expérience dans la musique. C'est au 2e semestre, je ne me souviens pas du titre, mais de la chanson. À 29 ans, Samuel cherche l'originalité. Sa musique est un cocktail de jazz, de soul et de musique traditionnelle éthiopienne. Sorti en 2012, Guzo ou Voyage en Amérique est son premier album. On peut y écouter des instrumentistes de son pays, d'Europe et de Caraïbes. Vous pouvez être soit coléreux, soit sauvage ou calme. Ce sont vos traits de caractère. Mais dans la musique, dans l'art, c'est votre particularité qui vous rend différent des autres. Lorsque je joue, je suis sûr que les gens me reconnaîtront par ma façon d'introduire le piano, mon genre rythmique, les harmonies que j'utilise sur la musique éthiopienne. Cela ne signifie pas que je ne suis pas influencé par d'autres grands musiciens du passé ou contemporains, bien au contraire. L'Éthiopie possède un riche patrimoine de jazz. Baptisé Ethio-Jazz, il a atteint son apogée dans les années 1960 et 1970. Les amateurs de jazz éthiopiens affirment que Samuel est une nouvelle valeur sûre de la scène musicale du pays. Samy est un phénomène. J'ai eu la chance de jouer avec autant de pianistes et arrangeurs talentueux, mais Samy est unique en son genre. Je ne veux pas classer sa musique parce qu'il mélange divers genres, du jazz et la musique éthiopienne, en passant par la musique africaine, d'Amérique latine et classique. Samuel a acquis une reconnaissance internationale avec le groupe Ethio-Fusion Dub Colossus. Son rêve est de créer une musique qui reflète à la fois ses racines éthiopiennes, mais aussi sa propre voix et sa vision. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.